présenter cet article du Journal of American College of Cardiology qui a été publié en novembre 2023 et qui traite des disparités dans le diagnostic, le traitement et les outcomes dans la OMI. Okay. L'objectif, du coup, c'était, donc il y en avait plusieurs, c'était d'établir une vue d'ensemble de l'épidémiologie de la maladie artérielle périphérique, donc c'est la MAP que j'appellerais donc la OMI, et des différentes directives de traitement. J'ai volontairement décidé de ne pas en parler puisque c'est ce qu'on connaît déjà sur les facteurs de risque comme l'HTA, le diabète, etc. et la prise en charge avec les statines, les antiagrégants plaquettaires. Mais je pense que c'était pas pour ça que vous m'avez demandé de présenter cet article. Ensuite, c'était un objectif de résumer les preuves actuelles concernant du coup les disparités dans le diagnostic, le traitement, les résultats de la maladie artérielle périphérique en fonction donc du sexe, de la race ou de l'ethnie, de la géographie et du statut socio-économique. Et puis ensuite, à la fin, de proposer des solutions visant à réduire les disparités dans cette pathologie. Toutes les données se concentrent uniquement sur les États-Unis, donc c'est que des études réalisées aux États-Unis. Donc du coup, ça c'est brièvement les différentes parties dont on va parler. Donc je vous ai dit la première partie, je ne l'ai pas traitée, enfin la partie 0 du coup. La partie 1, ça va être la différence entre les sexes. Partie 2 dans l'ethnicité. La partie 3 et 4 sont très rapides et c'est les disparités socio-économiques et géographiques. Donc pour la partie 1, la différence entre les sexes dans la prise en charge de la maladie artérielle périphérique. En termes de prévalence, donc la prévalence, elle est similaire entre les hommes et les femmes, mais les femmes ont des valeurs d'IPS moyennes qui sont plus basses que les hommes, même chez les non-malades, donc ça va prendre en compte dans le diagnostic. Il y a des différences biologiques qui sont quand même pertinentes et qui peuvent expliquer en partie les différences retrouvées, notamment la masse musculaire qui est souvent plus importante chez les hommes que chez les femmes, et la taille des artères qui est souvent plus petite chez les femmes que chez les hommes, et qui a du coup une importance notamment dans le traitement proposé aux femmes par rapport au traitement proposé aux hommes. Il y a une différence également dans les symptômes. Donc, les différentes études, elles ont montré que par rapport aux hommes, les femmes, elles ont une prévalence plus élevée de symptômes atypiques dans les jambes. Donc, la claudication intermittente qu'on connaît, elle est retrouvée plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes, ou de MAP asymptomatiques, c'est-à-dire des valeurs d'IPS qui sont basses chez les femmes, mais qui n'ont pas les femmes qui n'ont pas de symptômes. Il y a plus aussi de symptômes mixtes, c'est-à-dire survenant à la fois à la marche et au repos, mais de façon intermittente chez les femmes par rapport aux hommes qui ont plus la classique claudication, puis qui se développe en douleur de décubitus. Et au moment de la revascularisation, ce qui a été montré, c'est qu'on traite les femmes plus souvent pour des ischémies critiques que pour des symptômes de claudication. Alors, une question, parce que l'article y répond peut-être après. Pourquoi dans les articles, il y a toujours 60-70% d'hommes traités et une large minorité de femmes, alors que tu dis que c'est à peu près la même chose, voire même pire chez les femmes? Parce que si on voit les traitements, les études, etc., c'est souvent une majorité d'hommes qui apparaissent en artériopathie. Bah, peut-être que si elles sont plus souvent asymptomatiques, on va moins les traiter puisqu'on traite plus sur les symptômes que sur un scanner, quoi. Et... Après, ils disent pas qu'il y a plus de symptômes chez les hommes que chez les femmes non plus. Non, ils disaient, enfin dans l'article en tout cas, que c'est vrai que c'était assez étonnant, mais ils n'expliquaient pas vraiment pourquoi. Ils discutent pas de ça. Je crois pas. Après, peut-être. Parce qu'il y a quand même une différence très large entre ce que tu donnes comme données là, enfin ce qu'ils donnent comme données, Ouais. et les études cliniques qui traitent toujours plus d'hommes que de femmes. Même dans le service, je regardais hier, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est vrai. Dans l'étude aussi. Oui, aussi. Mais ça va changer. Donc ensuite, la différence entre les sexes dans le traitement médical. Donc par rapport aux hommes, ça m'a un peu étonnée aussi, mais les femmes atteintes d'AOMI sont moins susceptibles de se voir prescrire des statines, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire, du coup après un geste de revascularisation, mais également de respecter une thérapie aux statines, c'est-à-dire une fois qu'elle est prescrite, elles vont moins le prendre que les hommes. Mais
elles sont plus susceptibles que les hommes de déclarer qu'un praticien leur avait conseillé de prendre une statine. Dans la thérapie par l'exercice, donc la première partie du traitement de l'AOMI finalement, qu'on voit moins nous, c'est dans les essais cliniques randomisés, comprenant près de 50% de femmes, il n'y a aucune différence significative dans la réponse à la marche, c'est-à-dire que si on fait marcher une femme et un homme, les deux vont répondre de la même manière. Dans la revascularisation maintenant, donc là il y a 2 diapos je crois. Donc par rapport aux hommes, les femmes atteintes d'AOMI, elles sont souvent plus âgées quand elles sont traitées, donc de 2,6 à 3,5 ans en fonction des études. Elles sont plus susceptibles de subir une revascularisation en raison du coup d'une ischémie critique, c'est ce que je disais avant, que de symptômes de claudication. Et elles sont plus susceptibles de bénéficier de procédures endovasculaires que de procédures de chirurgie ouverte. Donc plus d'endovasculaire chez les femmes que de chirurgie ouverte. Le sexe féminin, il est associé à un taux plus faible d'amputation aux États-Unis. Et donc, parmi les patients atteints d'ischémie critique, les femmes sont moins susceptibles de subir une amputation que les hommes. Donc, alors qu'on pourrait croire que vu qu'elles se présentent avec une ischémie critique plus souvent, c'est elles qui sont le plus amputées, mais non. Ensuite, pour les procédures endovasculaires maintenant, des étages fémoraux, poplités et jambiers, par rapport aux hommes, les femmes, elles sont moins susceptibles d'être traitées par stenting. Donc en gros, elles vont avoir plus un traitement par ballon qu'un stenting à la fin de l'intervention. Et elles sont plus susceptibles de subir une réintervention, et ça va avec, elles sont plus susceptibles de développer une occlusion secondaire. Donc le résultat est moins bon chez les femmes que chez les hommes. Avec moins d'amputation malgré tout. Avec moins d'amputation malgré tout. C'est discordant. Mais il y a beaucoup d'études, ils en citent beaucoup, donc après, moi, j'ai pas eu trop le temps d'aller jeter mon œil dans toutes les études. Mais... Ouais, après, bon, voilà, il y a des explications. Et en revanche, à l'étage iliaque, il n'y a aucune différence entre les sexes qui n'a été observée pour le type de procédure. En gros, il y a souvent un stenting chez les femmes comme chez les hommes. Ça, c'était en termes de mortalité, les atomes qu'on connaît de Mail, etc. Donc en fait, dans une méta-analyse qui compte 40 études, les femmes, elles présentaient un taux plus élevé donc de mortalité, d'amputation, de thrombose précoce, d'embolisation ou de complications cardiaques, cérébrales et pulmonaires au cours d'un suivi précoce, donc à 30 jours. Et en fait, ces différences, elles se gomment, elles sont plus significatives après 30 jours de suivi. Donc après, les résultats sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport aux différences par rapport au sexe, et après on va passer à l'ethnie. Donc la partie 2, c'est la différence donc, entre l'ethnicité et enfin les différences relatives à l'ethnicité dans la prise en charge de la OMI. Donc ça, c'est juste un contexte. Donc je vais juste lire ma diapo, mais l'héritage de l'esclavage et du racisme structurel aux États-Unis ont contribué à une santé plus précaire, à un statut socio-économique inférieur et à des soins inégaux chez les personnes noires par rapport aux personnes blanches. Les inégalités raciales dans l'accès à des régimes alimentaires sains, des environnements propices à l'activité physique, ainsi qu'à des soins de santé de haute qualité, peuvent contribuer du coup au développement, mais aussi à la progression de la OMI, et avec des résultats plus défavorables chez les personnes atteintes d'AOMI qui sont noires. Et donc en gros, ce qu'il dit, c'est que toutes les stratégies à envisager pour surmonter tout ça, elles doivent être conscientes de cette épidémiologie différentielle entre les deux populations. En termes de prévalence, du coup, les personnes noires ont une prévalence environ 2 fois plus élevée aux États-Unis de l'AOMI par rapport aux personnes blanches. Donc c'est énorme, 2 fois plus. Les personnes noires, comme on l'a dit pour les femmes, elles ont une prévalence plus élevée d'AOMI asymptomatique et de syndrome atypique, symptômes atypiques aux jambes par rapport aux personnes blanches. Elles ont des valeurs d'IPS plus basses, une prévalence plus élevée du diabète et une prévalence plus faible de possession d'un diplôme universitaire. C'est ce qui est retrouvé dans plusieurs études.
Il y a plusieurs études qui comparent les ethnies blanches et noires atteintes d'AOMI et qui retrouvent des différences significatives sur les différents outcomes, donc notamment les tests de marche de 6 minutes, la perte de mobilité, et après ajustement sur les facteurs de confusion qu'on connaît déjà, qui sont l'âge, le sexe, les comorbidités. Mais elles ne sont plus, ces résultats ils sont plus significatifs après ajustement statistique sur le revenu, l'éducation et l'activité physique. Donc, ces résultats ils montrent l'importance des inégalités sociales comme facteur expliquant les différences dans l'altération de la marche et le déclin fonctionnel. Dans les facteurs de risque maintenant, donc ça c'était une étude qui incluait, c'était juste pour vous montrer le nombre de patients quand même qui sont inclus dans les études, il y en a pas mal. Dans cette étude-là, il y a seulement 18% de personnes noires, donc qui sont quand même sous-représentées dans l'ensemble de la population étudiée, qui sont hospitalisées donc, pour des interventions sur les membres inférieurs. Et les patients noirs étaient moins susceptibles d'être renvoyés chez eux avec des statines et une thérapie antiplaquettaire avec une p-value très significative que les patients blancs. Dans l'autre essai qui s'appelle Best CLI, donc qui comparait le traitement médical optimal et le traitement chirurgical optimal chez les patients, les participants noirs étaient associés à un taux nettement plus faible de traitement médical optimal qui était défini par une pression artérielle contrôlée, un médicament hypocholestérolémiant, l'utilisation de médicaments plaquettaires et l'absence de tabagisme. Et donc, c'est même ressorti, ils l'ont fait ressortir dans les résultats. Ça, c'est le résumé de l'article quand on le cherche sur PubMed. Donc, il le montre bien dans les résultats. Dans le terme d'exercice de la marche, donc encore une fois, pas de différence significative dans le bénéfice apporté par la marche chez les hommes noirs et les personnes noires et les personnes blanches. Mais il y a une participation significativement plus faible dans l'ethnie noire que l'ethnie blanche. Et par rapport aux personnes blanches, les personnes noires atteintes de MAP sont significativement plus susceptibles de déclarer qu'elles ne veulent pas ou ne peuvent pas payer la franchise de 11 dollars pour les séances d'exercice qui sont supervisées par le CMS. Le CMS, c'est l'agence du gouvernement qui administre les programmes fédéraux de soins de santé, Medicare, Medicaid, etc. et qui met en place des dispositifs pour aider les personnes atteintes notamment de la OMI, mais aussi de toutes les pathologies. Concernant la revascularisation et l'amputation, donc comparativement aux patients blancs, les patients noirs ont des taux plus élevés d'amputation, d'événements indésirables après amputation ou revascularisation, et ils subissent une revascularisation des membres inférieurs et une amputation à un âge plus jeune que les personnes blanches. Dans une étude rétrospective qui portait sur les patients médicaux ayant subi une amputation entre 2003 et 2026, donc prenant beaucoup de patients, encore une fois, les patients noirs étaient significativement moins susceptibles d'avoir subi une revascularisation des membres inférieurs, une hospitalisation liée à leur AOMI ou un débridement de plaie avant l'amputation. Donc ça veut dire qu'ils arrivent et ils sont directement amputés. Pas par rapport aux personnes blanches. Et ce, même après ajustement lié aux comorbidités et au statut socio-économique. Donc ça fait quand même se poser des questions. Ça, c'est fini pour la partie 2, du coup. Il ne traite pas les ethnies asiatiques, par exemple? Alors, il y a une partie sur les ethnies asiatiques et hispaniques, mais ils disent qu'ils ont très peu de données qui sont très, très représentées dans les études. C'est vrai que c'était déjà assez long et assez. Donc c'est bien parce que la partie hispanique, c'est quasiment la moitié de la population américaine maintenant. Oui, mais ils disent qu'ils sont vraiment sous-représentés dans les études. Et d'ailleurs, c'est un de leurs plans d'amélioration à la fin, de faire des études où ils incluent plus de gens et pas que des gens blancs, parce qu'ils n'ont pas de données, quoi. Après, il y a une partie quand même dans l'article où ils en parlent. Donc ça, c'est pour les disparités socio-économiques. C'est rien de. Enfin, ça va pas vous choquer, je pense, mais parmi les 12 000 patients dans cette étude qui est citée, sans antécédent d'AOMI au départ, un revenu plus faible, une scolarité moins longue et une grande précarité du quartier d'habitation sont chacun associés à un taux plus élevé d'hospitalisation pour AOMI.
au cours d'un suivi moyen de 23 ans. Ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que c'est une étude qui est prospective. Les patients ne sont pas malades à la base et on prend la regarde et on voit que, en fonction de ces 3 critères, ils ont la prévalence est plus importante. C'est un point important, ça, Ouais. parce que ça met en lumière la difficulté des gens à se traiter. Tu disais que 11 $ de franchise, ça posait problème. Je suppose que là, ça pose problème. Ça pose également le problème de l'éducation et de la compréhension du suivi, des traitements, etc. Ah bon, voilà, quand on est pauvre, isolé et moins éduqué, c'est pas un facteur favorisant pour le traitement. Parce que même dans les savants de musée là, tu disais que même ceux qui étaient inclus dans l'étude, ils suivaient le traitement. Oui, exactement. C'est un marqueur fort de la maladie artérielle périphérique, je pense, très fort. Et donc, dans une méta-analyse de 11 études qui portent sur plus de 1 million de patients, un statut socio-économique inférieur était associé à des taux significativement plus élevés d'ischémie critique et d'amputation après une revascularisation. Et ces associations, elles ont été documentées indépendamment de l'ethnie, donc c'est pour montrer que les facteurs socio-économiques, indépendamment de l'ethnie, sont aussi facteurs de risque. Et l'altération de la mobilité et les maladies concomitantes dans la OMI peuvent rendre du coup l'emploi plus difficile. Donc on ne marche pas, donc on ne va pas aller au travail. Donc il y a un lien, une association en fait entre le statut économique et la progression de la maladie artérielle périphérique. C'est un peu le serpent qui se... Surtout dans une population où on travaille plus tard. Comment ça va être, on est en retraite de 60 ans, c'est moins le cas. Quand on est en retraite, la maladie se développe et là, il y a un impact majeur. Donc ça, c'était pour les disparités socio-économiques. Et dans la géographie, donc ça, pareil, je pense que ça va pas vous... Je ne vais pas vous apprendre un truc de fou, mais au Texas, les communautés rurales disposant de plus de cliniciens de centres primaires ont des taux d'amputation significativement plus bas. Après, ils ont fait en Caroline du Nord une autre étude qui montrait que les taux d'amputation ils sont plus importants dans les comtés médicalement défavorisés par rapport aux comtés non médicalement défavorisés. Et c'était relatif au nombre de médecins qui s'y trouvent. Qu'il n'y a pas de chirurgien vasculaire dans certains comtés, et donc ça explique cette disparité, et que les radiologues interventionnels, ils exercent de manière disproportionnée dans les environnements urbains par rapport aux environnements ruraux. Donc ces résultats, ils suggèrent que les disparités géographiques dans le traitement de la OMI peuvent être liées à un manque de soins primaires adéquats, de chirurgiens vasculaires et d'autres médecins avec des expertises dans cette pathologie, dans certaines régions. Ça, globalement, c'est la partie simple, donc c'est pour surmonter les disparités liées à la OMI. Donc, en gros, il y a un plan national qui a été fait aux États-Unis, qui est en 3 parties. Donc, avertir le public des symptômes de la OMI et de comment ça se diagnostique également. D'éduquer les professionnels de santé à la reconnaissance aussi de la pathologie, de la détecter et de donner des traitements adaptés. Ça paraît logique, mais toute la partie que je ne vous ai pas citée au tout début, c'est tous les traitements médicaux aussi qui sont hyper importants à mettre en place précocement chez ces patients. Globalement, sur 100 patients artériopathes, il y en a 60% qui sont connus comme cardiopathes, donc qui ont un traitement adéquat. Il y en a 40% qui ne sont pas connus comme cardiopathes. Et donc, c'est surtout ces traitements-là, ces patients-là qu'il faut viser. Parce qu'il n'y a pas de consultation cardiologique, de traitement cardiologique. Ouais. Et ce qu'il disait, là, sans vous lire les diapos, c'est qu'en gros, déjà, il y a un problème aussi, peut-être dans la nomenclature de la maladie, parce que du coup, quand on dit maladie artérielle périphérique, ça fait penser que c'est pas une maladie centrale, c'est pas une maladie importante, c'est périphérique. Donc peut-être que si le nom est pas forcément bien choisi, que les patients ils connaissent les symptômes d'AVC, les symptômes d'angor, tout ça, mais que les problèmes liés à la marche, et à la OMI, elles sont moins connues du grand public. Que quand il y avait une étude aussi, je vous en ai pas parlé, mais ils appellent les Américains au téléphone là, et ils leur demandent est-ce que vous connaissez cette pathologie, est-ce que vous savez qu'elle est plus à risque d'amputation, etc. Et par exemple, les patients qui connaissent pas, ne savent pas, ou qui connaissent, ne savent pas que c'est lié à que l'amputation est beaucoup plus importante Enfin voilà, c'est pas des choses que les gens savent vraiment, et donc tout ça.
il faut qu'il y ait plus de messages de diffusion et que ces messages soient adaptés du coup au statut socio-économique des patients, à leur compréhension. Enfin, voilà, quoi, qu'il faut faire plus de prévention primaire à tous les niveaux. Et il faut que ça passe par du coup des politiques de santé publique et par de la recherche. Donc ça, c'était aussi ce qu'il disait sur d'autres ethnies que les personnes blanches, chez qui on connaît très bien l'épidémiologie, mais il faut aller plus loin que ça. Et s'il y a pas mal d'études qui comparent les ethnies blanches et noires, mais il faut aussi qu'il y ait des études qui comparent avec les patients asiatiques, les patients hispaniques, etc. Et voilà. Donc, en conclusion, c'est ce qu'on a dit, il y a des disparités qui existent dans le diagnostic et la prise en charge de l'AOMI en fonction du sexe, de l'ethnie, du statut socio-économique et de la géographie. Et les futurs travaux devraient se concentrer sur le développement d'interventions actives dirigées à la fois vers les praticiens, les scientifiques, les patients, le système de soins et les politiques de santé pour éliminer les disparités liées à l'AOMI. Voilà. Merci. Des remarques, des commentaires? On insiste, enfin, on sait tous, on va tous en consultation, on sait ce que. Je pense qu'on ne réalise pas ce que sont nos patients par rapport à un patient coronarien, etc. Il y a des populations qui sont beaucoup plus sévères. Ce qu'il dit aussi, c'est que même en consultation de médecin, un patient qui va consulter, enfin, quand on appelle un médecin, on lui demande quelle thérapie il faudrait mettre pour un patient qui a de la OMI, a des signes d'IPS bas, etc. Et ben en fait, il ne pense pas forcément tout le temps aux statines, aux antiplaquettaires, etc. Je pense qu'on minimise beaucoup le côté social, le côté éducation, des choses tout simples, hein, on ne parle pas de traitement, simplement un patient un peu éduqué qui vient en consultation, il ne comprend pas comment il faut prendre rendez-vous, il ne comprend pas à qui s'adresser, il ne comprend pas l'importance de prendre ses médicaments. Et tout ça, c'est très défavorisant pour un patient. Et je pense qu'on le minimise. On prend en charge finalement un patient pour une varice, pour rester dans le domaine vasculaire, et un patient de 70 ans qui a une PID, exactement de la même chose, sauf que la prise en charge, je dirais, sociale, enfin même médicale, mais pas de soins, hein, simplement d'accompagnement, elle n'est pas du tout la même. On peut prendre le temps de bien expliquer tout ça, mais ça peut être on n'a pas le temps. On est super mauvais en prévention. savoir s'ils ont tous bien leur statine, leur. Ouais, parce qu'on est pressé par. Et puis même les impliquer, parce qu'en fait, tu peux leur dire, leur expliquer, mais je crois que ce qui est bon, c'est quand tu les impliques vraiment dans le truc, ils vont prendre beaucoup mieux leurs médicaments s'ils se sentent concernés, parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne, etc. Mais les statines, ça reste quand même un problème, je trouve, globalement, avec les organes secondaires. Des douleurs Il y en a musculaires, des douleurs. Maintenant, il y a des alternatives quand même, hein, avec les nouveaux médicaments là, qui peuvent se substituer aux statines. Donc, il y a quand même une possibilité. Ok, c'est un sujet passionnant. Ouais. C'est vraiment un sujet passionnant. Merci beaucoup de la présentation, Marianne. Très clair. À la semaine prochaine.